Les araignées et les guêpes font partie des animaux les plus détestés des Français. L'argiope frelon, une grosse araignée aux rayures noires et jaunes, est donc a priori l'animal qu'on a le moins envie de croiser. Mais laissez-lui quelques minutes et elle vous prouvera qu'elle est au contraire une des créatures les plus fascinantes du pays. L'argiope frelon est une espèce thermophile, c'est-à-dire qui aime la chaleur. Donc on la trouve de juin à novembre dans des zones ouvertes, baignées de soleil, avec une végétation basse à mi-haute, peut-être en bord de route, dans un champ, dans une friche, dans un jardin, etc. Argiope peut se traduire en grec ancien par à l'aspect éclatant, parce que ces araignées sont en général très voyantes et colorées, et Brunicky, c'est en hommage au zoologiste danois Brunick. Mais comme elle est rayée, on oublie un peu Monsieur Brunick, et à la place on lui donne des noms d'animaux à rayures. En français c'est l'argiope frelon, en anglais l'araignée guêpe, et les Allemands hésitent entre guêpe, zèbre et tigre. Il existe 2 autres argiopes en France, et ce trio est parfois appelé grandes araignées des broussailles, en raison de leur taille imposante. Par exemple, le corps de l'argiope frelon mesure 1 à plus de 2 cm. Ça c'est les tailles pour les femelles, parce que les mâles sont beaucoup plus petits. Le mâle de l'argiope frelon mesure environ un demi-centimètre. L'argiope frelon est très reconnaissable grâce à son abdomen lisse et l'alternance des bandes jaunes, noires et blanches. Les bandes blanches sont généralement coupées en deux par une bande noire incomplète. D'ailleurs, à propos de ces bandes, on entend parfois dire que c'est pour le camouflage, que l'alternance du jaune et du noir rend l'araignée difficilement visible pour les proies. En fait, c'est l'inverse. Les couleurs vives servent à attirer les insectes. Ça a été montré dans une étude de 2008 dans laquelle les chercheurs ont noirci le corps d'une argiope frelon ou l'ont dissimulé derrière une feuille. Et le résultat, c'est que les individus laissés bien visibles avec leur coloration naturelle capturent plus de 2 fois plus de proies. À côté de ça, les rayures noires et jaunes, c'est aussi un signal d'avertissement pour pas mal d'autres animaux. C'est le même principe que chez les frelons et les guêpes, donc ça peut permettre à l'argiope de dissuader d'éventuels prédateurs. L'argiope frelon, qui était plutôt cantonné aux zones chaudes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, a commencé dans les années 1930 à gagner de plus en plus de terrain vers le nord. On retrouve maintenant l'argiope frelon jusqu'en Suède. Il y a une différence quand même entre les populations du nord et du sud, c'est que les plus petites argiopes frelons du sud font à peu près la même taille que les plus grandes argiopes frelons du nord. C'est valable à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle de la France. Donc si vous voulez voir des immenses argiopes frelons, faut venir faire un tour du côté de la Méditerranée ou migrer vers le nord si vous aimez pas ça. Elle tisse sa toile en général à moins d'1 mètre du sol, entre les tiges des plantes, et c'est une toile circulaire dont elle occupe le centre, qu'on appelle le hub. C'est ici qu'elle passe la majorité de son temps, immobile, la tête vers le bas et les pattes rangées en général en 4 groupes de 2. Parfois sur la toile, on voit une sorte de ruban de soie en forme de zigzag qu'on appelle le stabilimentum. Alors on sait pas trop à quoi ça sert, au cours des dernières décennies, il y a eu une douzaine d'hypothèses à ce sujet, mais aucune n'a été confirmée, donc pour l'instant ça reste un grand mystère de l'argiope. En tout cas, on sait que la présence et la forme du stabilimentum peuvent varier selon l'état physiologique de l'araignée. Par exemple, les jeunes font pas un stabilimentum bien droit au milieu de la toile comme ça, ils en font une espèce de cercle tout autour d'eux. Et il y a certains ados plus créatifs que d'autres. Les argiopes sont des prédatrices généralistes, elles capturent une grande variété d'insectes grâce à leur toile qui est une arme redoutable et à la rapidité avec laquelle elles emballent leurs proies. Le venin de l'argiope frelon est relativement faible, il sert surtout à immobiliser les proies. Dans cette étude, non seulement les blattes orientales ne meurent pas toujours après envenimation, mais elles peuvent aussi récupérer partiellement. En fait, on pense que le fait qu'elle utilise surtout sa soie pour capturer les proies diminue la nécessité d'avoir un venin très puissant. Le corollaire de ça, c'est que vous risquez rien avec les argiopes frelons. Elles sont considérées comme inoffensives même si vous réussissez à vous faire envenimer. Il semblerait que l'argiope frelon a beaucoup plus de chances de vous aider un jour, puisque des études récentes ont identifié que sa soie permettait de faire cicatriser des plaies aussi bien que des fils de suture traditionnels, et que son venin contenait des peptides antimicrobiens efficaces contre des bactéries multirésistantes comme Pseudomonas aeruginosa. Donc en fait, peut-être qu'un jour, elles sauveront des vies. La vision des argiopes frelons est pas terrible, mais leurs pattes sont recouvertes de sensi, des sortes de poils sensoriels, grâce auxquels elles peuvent sentir le contact, les vibrations des proies sur leur toile, l'hygrométrie et même les odeurs. Il y a d'ailleurs une molécule odorante qui est particulièrement importante et très bien étudiée chez l'argiope frelon, c'est la phéromone sexuelle des femelles. Les mâles ont des sensis spécialisés dans la détection de ces phéromones, ce qui leur permet de les repérer de très loin. Monsieur Kinou, vous quittez l'audience ? C'est justement quand un mâle trouve une femelle, c'est-à-dire l'été, que les problèmes commencent. Parce que les couples d'argiopes frelons sont en relation toxique. Vraiment, depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, c'est la relation la plus tordue que j'ai pu étudier. Et je dis ça juste après l'épisode de la menthe religieuse. Alors accrochez-vous. Le mâle de l'argiope frelon ne peut s'accoupler que 2 fois, pour 2 raisons. La première, c'est que dans 8 cas sur 10, la femelle l'attaque quelques secondes après le début de la reproduction. Certains chercheurs parlent de 10 secondes. Donc déjà rien qu'avec ça, ça lui laisse seulement 4% de chance de survivre à 2 accouplements. Mais il y a une deuxième raison qui porte ce chiffre
à 0, c'est que pendant l'accouplement, le mâle casse une partie de son appareil reproducteur. Laissez-moi vous emmener dans le monde merveilleux de la reproduction des araignées. Ça, c'est l'appareil reproducteur de la femelle, qui est situé sous l'abdomen, et ça, c'est celui du mâle. Vous voyez que chez le mâle, il y a deux structures hyper complexes qui sont situées sous ses pédipalpes, c'est-à-dire sous sa tête. Là, c'est une vue de dessous, les pattes avant ont été coupées, mais vous voyez ici, c'est crochet. Donc, la position de l'accouplement, c'est celle-ci. Le mâle se met sous l'abdomen de la femelle pour positionner ses pédipalpes, et quand il aura fini avec ce côté, il pourra se positionner de l'autre côté avec son autre pédipalpe. À l'intérieur, voici ce qui se passe. Le mâle est fixé ici à droite, et ici vous avez l'embolus, qui est la partie qui sert à transférer la semence dans la spermathèque de la femelle, c'est-à-dire sa réserve de semences. Sauf que naturellement, chez le mâle, il y a deux zones de cassure sur l'embolus. Ces zones de fragilité permettent au mâle d'abandonner un morceau à l'intérieur de la femelle pendant l'accouplement. Donc soit juste le bout de l'embolus comme ici dans ce rond, soit carrément l'embolus entier comme ici. Et donc cette automutilation, c'est pas pour qu'il puisse s'enfuir plus vite, parce qu'on a prouvé que ça faisait aucune différence dans la réussite de l'évasion. Mais par contre, ça bloque les voies génitales de la femelle, et donc ça rend quasi impossible la réussite des accouplements futurs avec d'autres mâles. Donc ça sert pas à augmenter ses chances de survie, ça sert à s'assurer qu'il sera bien le père de sa descendance. Je vous ai dit, c'est tordu. Donc quand le mâle s'est accouplé 2 fois, il a cassé ses 2 embolus, et donc c'est fini pour lui, il peut plus s'accoupler. Mais pour la femelle, c'est pareil. Quand elle a eu un accouplement de chaque côté, comme ici, que ce soit avec le même mâle ou avec 2 mâles différents, eh ben elle peut plus s'accoupler non plus, parce que ses voies génitales sont bloquées. Donc dans cette espèce, mâle et femelle sont limités à 2 accouplements. Ce phénomène a créé quelques adaptations. Comme ils ont que 2 chances, les mâles s'accouplent pas pour rien. Par exemple, s'ils tombent sur une petite femelle, ils vont avoir tendance à aller chercher une femelle plus grande pour le deuxième accouplement, parce que les petites femelles sont moins fécondes. Il y a aussi certains petits malins qui surveillent les femelles qui s'apprêtent à faire leur mue adulte, parce que quand la femelle est en train de muer, elle peut pas les attaquer. Et donc, les chances de survie des mâles qui s'accouplent avec des femelles en mue passent de 20% à 97%. Ne cherchez pas des mâles après l'été, il y en a plus. Ils vivent que le temps de se reproduire. On trouve par contre des femelles au plus tard jusqu'en novembre. Et si vous avez de la chance, vous trouverez aussi à côté d'elles ces structures en forme de ballon. Il s'agit du cocon de l'argiope frelon qu'elle tisse pour envelopper et protéger ses œufs à la fin de l'été. C'est pas juste un bête emballage, c'est un processus très sophistiqué en plusieurs étapes, et ici vous voyez bien les œufs. La femelle gardera ce cocon pendant quelques temps avant de mourir quand les premières vagues de froid arriveront. Protégés dans leur cocon isolant, les jeunes sont donc la forme de survie à l'hiver de cette espèce. Il faut que vous sachiez que certains appellent ce cocon montgolfière à cause de sa forme, et que les petits n'en ont pas besoin pour voler. Au printemps, les petits sortent du cocon, grimpent sur une tige et certains envoient des fils de soie dans les airs. L'attraction exercée par le vent et les champs électromagnétiques sur ces fils les fait s'envoler. On appelle cette méthode de transport le ballooning. C'est pas quelque chose qu'ils font obligatoirement, mais ça permet de coloniser de nouveaux milieux, d'éviter la compétition alimentaire avec leurs frères et sœurs et la consanguinité, à condition que le vent ne les emporte pas vers un destin funeste, dans la mer par exemple. Ceux qui atterrissent dans un endroit favorable construiront leur petite toile perso, se mettront à l'affût de leur première proie et, avec un peu de chance, deviendront adultes à l'été suivant, à condition de ne pas s'être eux-mêmes fait chasser entre-temps. Ça fait beaucoup de conditions, mais la vie des animaux sauvages est ainsi faite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et merci aux tipeuses et aux tipeurs de m'aider à financer cette chaîne. Bisous!